Donc, donc l'idée, c'est que j'arrête le modèle néoclassique ici, après avoir posté l'explication du modèle d'équilibre général Walras, et ensuite ce modèle-là. Et j'étais passé à autre chose. Normalement, donc la semaine prochaine, je vais expliquer le modèle keynésien de la macroéconomie keynésienne, comment il est construit, quels sont ses principes, et essayer de le confronter au modèle néoclassique. Ça d'une part, mais pour bien comprendre le modèle keynésien et faire le lien avec ce qu'on est en train de faire en modèle néoclassique, et aussi faire le lien avec quelques éléments sur le dernier paragraphe sur le circuit, c'est que j'ai expliqué la différence entre le PIB nominal et le PIB réel. Vous trouverez aussi cette vidéo. Sur la différence entre PIB réel et PIB nominal. Ce que je vais développer tout de suite, donc vous trouverez dans cette vidéo à la fois la définition du PIB nominal, du PIB réel, R comme réel, et vous trouverez une définition du DIP du PIB. Je le rappelle rapidement, pas pour vous parce que vous l'entendez pour la première fois, mais vous verrez l'explication dans la vidéo. Le DIP du PIB, c'est DIP comme déflateur implicite du prix du PIB. Déflateur implicite du prix du PIB. Vous verrez dans cette vidéo que le déflateur implicite du prix du PIB, c'est un indicateur du niveau d'inflation dans une économie pendant une période de temps. C'est un indicateur d'inflation. Vous verrez l'explication dans la vidéo, mais je rappelle simplement que c'est le rapport de deux PIB pour la même année. Un PIB nominal, et un PIB, pour ne pas dire que c'est réel, mais c'est un PIB en volume, au prix peut-être de l'année précédente, ou PIB d'une année de référence. On note 100 en général pour dire l'année de référence qui est base 100. Ce rapport-là entre entre un PIB nominal et un PIB entre guillemets réel, c'est un indicateur de l'inflation qu'on appelle le déflateur du PIB ou déflateur implicite du prix du PIB. Alors, ce que je vais rajouter à cette explication, c'est que cet déflateur-là, il donne une indication sur l'inflation entre ou les deux années qui sont là, N et N-1, ou entre
l'année de base et l'année en cours N, n'est-ce pas? C'est un indicateur de l'inflation, mais il n'est pas le seul. Il est le moins connu du public, cet indicateur d'inflation. Celui qui est le plus connu du public, c'est ce qu'on appelle l'IPC, l'indice des prix à la consommation, dont vous avez déjà entendu parler. Qui a entendu parler de l'indice des prix à la consommation? Peut-être au lycée même. Quand on parle de l'inflation, on la mesure par cet indice-là, l'IPC. Alors que celui-là, le DIP, il est réservé aux économistes, pas au public. Alors, ce que je vais expliquer, c'est comment il est construit l'IPC. Voilà comment il est construit l'IPC. Alors, j'ai expliqué à vos camarades que l'IPC, l'indice des prix à la consommation, qui est le plus populaire, le plus médiatisé, il est construit comme étant, voilà la définition qui est écrite devant vous. C'est la moyenne arithmétique des indices des prix élémentaires pondérés par leur coefficient budgétaire. Je répète, l'IPC, indice des prix à la consommation, il est égal à la moyenne arithmétique des indices des prix élémentaires, c'est-à-dire les indices de chaque bien, calculés de manière élémentaire à chaque bien, pondérés par le coefficient budgétaire de chaque bien. Je vais m'expliquer. Je m'explique. Quand on cherche à calculer l'évolution des prix, donc l'inflation pendant une période de temps, tout d'abord, l'INSEE, il détermine un panier de biens représentatifs de la consommation des ménages français. Un panier de biens représentatif de ce que consomme le Français en général. On ne va pas mettre les produits de super luxe comme le caviar ou comme, je ne sais pas moi, un produit réservé aux un peu few. On met le logement, l'habillement, la nourriture, les services, la santé, les voyages, toutes les choses que tout le monde consomme. Et on calcule un indice de prix pour chacun de ces biens, de ce panier représentatif. C'est quoi un indice? C'est simplement pour chacun de ces biens le rapport entre le prix d'une année en cours, année N par exemple, 2020, et une année précédente ou une année de base qui serait un peu plus éloignée encore que l'année précédente. Et pour chacun de ces indices qu'on vient de calculer, on en fait une moyenne. D'après vous, comment on ferait la moyenne de tous ces indices? On ne va pas les additionner et diviser par le nombre de biens. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on aurait fait une moyenne arithmétique qui n'ont pas pondéré. Pourquoi ce ne serait pas une bonne moyenne si on fait une moyenne arithmétique simple qui n'est pas pondérée? On aurait une mauvaise mesure de l'inflation. Comment on la pondère, cette moyenne, d'après vous? Si vous avez calculé la moyenne de vos notes, la moyenne annuelle, vous ne prenez pas chaque note, et toutes les notes, vous les additionnez et divisez par le nombre de matières. Ce n'est pas comme ça que vous faites.
Comment vous faites pour calculer votre moyenne? Vous pondérez chaque note par pour calculer la moyenne de vos notes. Vous n'additionnez pas vos notes et les divisez par le nombre de notes. Ce serait faux comme moyenne. Comment vous feriez alors? Voilà, vous multipliez chaque note par 100 coefficients. Qu'est-ce qui signifie ce coefficient? Quel est le poids de cette matière dans l'ensemble des matières? Si une matière a un poids élevé pour le calcul de la moyenne, eh bien, vous aurez un coefficient élevé. Et une matière qui a un petit coefficient, même si vous avez une mauvaise note, elle pèse moins dans la note moyenne, on est d'accord? Donc, le coefficient permet de dire combien une matière pèse dans la moyenne totale. Ici, c'est la même chose, ce coefficient-là, mais ce sont des coefficients comment? Budgétaires, c'est-à-dire combien pèse ce bien dans le budget total du ménage. S'il pèse beaucoup, 30% par exemple, comme le loyer pour certains ménages, quelquefois même plus, eh bien, la toute petite variation du prix de loyer ou des loyers, il va avoir une influence énorme sur la moyenne générale de l'augmentation des prix, n'est-ce pas, des ménages. Un bien qui est très faible, il a un coefficient budgétaire très faible. Par exemple, je ne sais pas moi, le prix d'une baguette. Il est très faible, son poids par rapport au loyer, la santé, le transport, n'est-ce pas? La voiture, l'essence, ça pèse plus lourd. Donc, même si son prix est double, vous aurez un effet très faible sur l'inflation. D'accord? Vous comprenez ça? Voilà. Donc, on va prendre l'indice des prix de chacune des matières, de chacun des produits, chacun des biens du panier. Ça, c'est un indice pour le bien A. Ça, c'est un indice pour le bien I. Ça, c'est un indice pour le bien N, n'est-ce pas? Et on nous calcule, on les additionne, mais chacun pondéré par son coefficient budgétaire. C'est ça, le coefficient budgétaire. À quoi est-il égal ce coefficient budgétaire alpha I? C'est celui-là. C'est-à-dire le prix fois la quantité de ce bien, c'est-à-dire combien on a dépensé en ce bien, divisé par le total de toutes les dépenses du ménage. Ça donne 10%, 5%, 3%, 20%. C'est avec ça qu'on pondère les indices des prix élémentaires pour obtenir une moyenne générale de l'augmentation du prix de tous les biens qui est l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Donc ça, c'est un indice qui indique l'inflation, qui est celui qui est le plus proche de ce que ressentent les gens comme inflation. Parce que si je compare cet indice-là, je le compare par rapport au DIP du PIB, ça ne donne pas la même chose.
qui est lui aussi un indicateur de l'inflation, mais il ne donne pas le même chiffre. Les écarts sont élevés entre les deux indices, le DIP du PIB et l'IPC, parce qu'ils ne sont pas construits de la même manière. Alors, on va essayer de rappeler quel est le contenu du DIP du PIB. Vous avez bien vu le contenu de l'IPC, ce sont tous les biens représentatifs de la véritable consommation des ménages français, par exemple. N'est-ce pas? Donc, il est plus proche du ressenti de l'inflation chez les ménages. Ça veut dire que dedans, on va trouver tout ce que consomment les Français. On va trouver des biens fabriqués en France, mais aussi des biens importés dans l'IPC, n'est-ce pas? Alors que dans le DIP du PIB, comme le PIB, il ne contient que ça, le PIB égale C plus I plus G plus X moins M. Vous voyez, on a enlevé M. M n'existe pas dans le PIB. Dans le PIB, il n'y a pas de M, il n'y a pas d'importation. Donc, si les biens importés augmentent, leur prix augmente, ils connaissent une inflation, le DIP ne va pas l'enregistrer. Et l'IPC va l'enregistrer. Donc ça, c'est déjà une très grande différence entre les deux. Une autre chose, c'est que dans l'IPC, il n'y a que les biens consommés. Il n'y a pas l'investissement, les dépenses de l'État. N'existe pas dans l'IPC. Parce que l'IPC ne s'occupe que des biens consommés, donc par les ménages. Si les investissements sont devenus plus chers pour les entreprises, le DIP l'enregistre, mais pas l'IPC. Donc, il ne donne pas la même indication. Donc, vous trouverez souvent des écarts très importants entre les deux indicateurs. Ce qui est plus important, c'est l'évolution de ces indicateurs. L'évolution de ces indicateurs. Par exemple, dans les pays qui sont, comme la France, importateurs d'énergie, quand le prix de l'énergie augmente, vous avez un écart très important entre l'IPC et le DIP. Parce que le prix de l'énergie, le prix du pétrole, il est répercuté directement ou presque directement sur les biens consommés par les ménages. Et très indirectement, le DIP. Voilà le point sur lequel je voulais, un des points sur lesquels je voulais revenir avant d'attaquer la théorie keynésienne de la
modèle macroéconomique keynésien. Un autre point sur lequel je voulais revenir. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de faire? Un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est bon, je vais arrêter l'enregistrement là et je vais passer à autre chose.